Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les chansons de ma vie sur Radio J, nous avons l'honneur, oui, l'honneur de recevoir Monsieur Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré, vous avez été tour à tour magistrat, maire d'Évreux, député de l'Eure, ministre, écrivain, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel, et depuis quelques jours, vous avez troqué le bleu, blanc, rouge de la cocarde républicaine pour le rouge carmin du rideau du théâtre de la Gaîté Montparnasse. Oui, c'est le comédien Jean-Louis Debré que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui et que j'ai eu le plaisir d'applaudir il y a quelques jours dans Ces femmes qui ont réveillé la France, où vous tenez la scène pendant près d'1h30 avec la comédienne et mime Valérie Bochenek. Imaginez Jean-Louis Debré au théâtre, cela ne tombait pas sous le sens au départ. Oh, ben, rien dans la vie ne tombe sous le sens. Mais quoi de plus extraordinaire que régulièrement faire de nouvelles expériences. Je suis contre la routine. Vous savez, dans ma vie, j'avais plusieurs obsessions. La première, c'était de ne pas être un vieux magistrat. J'ai quitté la magistrature quand il était temps. Après, de ne pas être un vieux politique. Vous avez J'ai quitté ça la aussi. politique volontairement. J'ai préféré quitter la politique avant qu'elle Qu'elle ne ne me vous quitte. Et je me suis mis à écrire parce que le bonheur d'écrire est extraordinaire. On en reparlera de ça dans Et l'émission. On m'a proposé de monter sur des planches et de faire un spectacle autour de ces femmes qui ont rêvé la France. Et donc avec Valérie Bochenek, on s'est mis à écrire. Et quel bonheur d'essayer de retracer notre histoire en faisant rire, en intéressant les spectateurs. Alors justement, qu'est-ce qui fait? Vous avez fêté vos 77 printemps, on peut vraiment parler de printemps en ce qui vous concerne, le 30 septembre dernier. Qu'est-ce qui fait qu'à cet âge-là, on se lance ce challenge? C'est une curiosité d'enfant qui est toujours là? Non, mais moi, c'est la vie qui commence. C'est la vie qui commence. Elle s'arrêtera quand ça sera décidé, mais tant que je le peux... vous savez, il y avait un philosophe que j'aime bien qui s'appelait Alain, et Alain disait « Le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté ». Eh bien... C'est une phrase que vous citez souvent, ça. Oui, je la cite parce que je trouve que c'est tellement vrai. Il ne faut pas se replier sur soi. Le monde, la vie, les gens... Sont extraordinaires. Je suis très triste quand je me promène dans la rue parce que je marche beaucoup à pied. Les gens aujourd'hui, on est dans une civilisation où les gens ont leur nez dans leur téléphone portable, Oui. ne regardent plus rien. Ont des amis virtuels. Et moi, oui, et ils ne regardent pas la vie. Et on construit un monde qui est un monde totalement individualiste, replié sur soi. Et donc, l'écriture, le théâtre, le spectacle, ça me permet de regarder les autres. Quand vous êtes sur scène, vous voyez les gens. Quel bonheur quand vous entendez rire. Quel bonheur quand vous entendez une approbation. J'ai l'impression qu'il n'a pas été très très difficile de vous convaincre. Non. Il y a un tel bonheur à vous voir sur scène, on vous sent heureux sur scène. Mais Moi, c'est ce qui m'a bluffé. Oui. Je ne savais pas ce que je venais voir, je vous imaginais pas comédien, honnêtement, et on vous voit tenir la scène avec Valérie Bochenek, qui est remarquable aussi, qui est comédienne et mime. Vous formez un duo qui fonctionne vraiment magnifiquement bien, et surtout, on vous sent heureux. Oui, on a l'impression que vous êtes né là. Mais c'est un bonheur, et c'est pour ça qu'à la fin, je remercie les gens, non pas de me remercier, c'est moi qui les remercie. Mais quoi de plus extraordinaire dans la vie que de communiquer, que de partager, que de rire ensemble, que d'avoir des émotions ensemble. Encore une fois, si vous voulez, moi, je ne supporte de plus en plus mal ce monde individualiste replié sur soi. Vous savez, j'ai fait une expérience au moment du confinement. J'avais pris avec moi mes petits-enfants. Oui. Et ils travaillaient très bien. Et quand c'était la période de récréation, ils étaient tous plongés dans leur tablette, regardaient leurs propres films. Et j'ai tout supprimé. En disant, mais attendez, vous êtes 5 ou 6 cousins là. Au lieu de vous polariser sur vos tablettes, parlez-vous. Et j'avais créé avec eux un atelier d'écriture. Alors on allait se promener et je leur dis regardez. Et puis quand on rentrait à la maison, chacun se mettait dans un coin et je leur disais décrivez ce que vous avez vu. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils n'avaient jamais vu la même chose. Et bien, si vous voulez, construisons un monde
où on est capable de se regarder en face, de se parler, de s'émouvoir des autres. Et le théâtre, c'est ça. Vous faites de... Il y a beaucoup de points communs entre le métier de la politique et le métier du théâtre. Vous retrouvez des choses Si vous voulez, des ficelles du même ordre? si vous voulez, d'abord, la politique devient de plus en plus un métier du spectacle. Elle était déjà à l'époque où vous en faisiez. Oui, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là, parce que maintenant, vous avez les portables. Alors, il y avait commencé à avoir les portables, Oui. mais on vous prend en photo dans la rue. Oui. Vous n'êtes... L'intimité est de plus en plus difficile à préserver. Je suis frappé quand je me promène. Moi, je ne suis plus rien, etc. Mais nos concitoyens sont pris par la nostalgie. Je n'ai jamais été autant arrêté dans la rue par des gens qui... Parce que, voilà, un visage qu'ils connaissent. Alors souvent, ils me disent, votre visage me dit quelque chose. Alors la dernière fois, je dis, je suis un acteur. Ah oui, 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 ils ne savaient pas. Une autre fois, j'ai bien connu votre père. Je dis, oui, moi aussi. Mais, si vous voulez, je me rends compte que dans cette société, en tout cas parisienne, quand on se promène, les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Et c'est le spectacle. Donc, avec le théâtre, oui, sauf que, si vous voulez, quand vous êtes un homme politique, on fait des discours, mais vous faites des discours devant des militants. Oui. Vous avez une cause, votre cause à développer. Puis c'est peut-être un peu plus corseté, Et c'est peut-être un peu moins fantaisiste. Là, vous permettez de l'humour sur scène. Oui, sauf que... Oh, je me permets de l'humour, mais le scénario est construit. Oui. Parce que quand vous faites un discours en politique, vous pouvez improviser. Là, vous êtes sur une scène et votre partenaire, mais aussi les techniciens, suivent ce que vous disiez parce que la lumière change, parce qu'il faut que le partenaire... Bien sûr. Et donc, Il y a une mise en scène. C'est un discours à trois. Et vous êtes facile à mettre en scène. Olivier Massé, il a beaucoup ramé avec vous ou pas? Mais honnêtement. je lui dois tout. Parce que il Vous avez connaît été un bon élève? Vous avez été un bon élève? Oui, j'ai toujours été un bon élève en ce domaine parce que c'est un professionnel. Et il m'a appris un certain nombre de choses. Il m'a surtout appris le placement. Le placement et ce spectacle, c'est lui qui l'a mis en scène avec la collaboration artistique de Valérie Bochnek. Oui, c'est pas le spectacle d'une personne. C'est le spectacle de 3 personnes avec Valérie Rogozinski qui joue au piano, mais c'est aussi le spectacle des techniciens. Si les techniciens n'étaient pas là, le spectacle ne serait pas bon. Une œuvre collective. Une œuvre collective. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Ça vous a manqué. Vous avez eu des charges fort importantes. Je le rappelais, vous avez été ministre de l'Intérieur, vous avez été président du Conseil constitutionnel. Cette liberté, cette fantaisie qu'on sent en vous, qu'on sent et qu'on a beaucoup de plaisir à voir sur scène, elle vous manquait à l'époque, honnêtement? Vous étiez dans une forme... Dans un rôle d'artiste contrarié à l'époque. Ça vous titillait déjà à l'époque. Vous aviez envie, vous pensiez à une seconde vie qui serait ça. J'y pensais pas forcément. Simplement, j'ai toujours aimé le théâtre et la poésie. Le théâtre, quand nous étions jeunes, mes frères et moi, mon père nous emmenait souvent le mercredi à la Comédie Française. Mon père a été longtemps le président des Amis de la Biche. Oui. Et chaque fois qu'il y avait une comédie de la Biche qui passait, on allait le voir. Et puis, toute ma vie, j'ai une passion pour la poésie. Et j'apprends tous les mois des poèmes. Et j'aime me réciter ces poèmes. J'étais seul l'autre soir au Théâtre Français, ou presque seul. L'auteur n'avait pas grand succès, ce n'était que Molière. Et nous savons de reste que ce grand maladroit qui fit un jour Alceste ignora le bel art de chatouiller l'esprit et de servir à point d'éléments. Là, vous êtes parti pour 20 ans de théâtre. Hein, là, on vous sent parti, là. Oui, mais c'est fantastique, des expériences nouvelles. Mais c'est génial de vous
de vous entendre dire ça. On est quand même dans un monde où les gens ont une vie parfois un peu grise, un peu terne, et puis ils partent à la retraite. De vous voir justement vous réinventer, je vous assure, et je dis pas ça pour vous faire plaisir, ce n'est pas du tout, on n'est pas là dans quelque chose d'hagiographique. C'est vraiment plaisant de vous voir prendre ce bonheur sur scène, vraiment. Écoutez, je pense que la vie vaut la peine d'être vécue. Et vous nous le prouvez. Et faire des expériences, ne jamais poser le baluchon au bord de la route. Tout est merveilleux si on sait s'émerveiller. Vous le savez, et c'est contagieux. Jean-Louis, je vous rappelle le principe de notre émission, les chansons de ma vie, en l'occurrence de votre vie. C'est vous qui êtes le rédacteur en chef de cette émission, c'est vous qui avez fait le programme. La première chanson que vous avez choisie, je crois savoir que si l'on pouvait entendre sonner votre téléphone tout de suite, c'est cette chanson-là qu'on entendrait. C'est Les copains d'abord de Georges Brassens. Oui, j'aime beaucoup cette chanson. On l'entend, hein, on va l'entendre, oui, on va l'entendre. J'aime beaucoup parce que je pense que la vie, c'est aussi l'amitié. Et l'amitié profonde, sincère, désintéressée. Vous êtes très bande de potes? J'ai mes amis et ils peuvent en toutes occasions compter sur moi et je peux compter sur eux. Alors, cette chanson, vous le savez sûrement, elle a été écrite pour un film, c'était une œuvre de commande pour le film d'Yves Robert, Les copains, une chanson donc, que Georges Brassens a composée en 64 et qui est sortie pour accompagner le film en salle en 65. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans les paroles, dans cet hymne à l'amitié? Est-ce qu'il y a une phrase qui vous a toujours touché en plein cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort dans cette chanson que... Non, c'est ce lien. L'amitié ne perd pas de cap. Voilà, on est ensemble, quelles que soient nos différences, nos divergences. Quand quelqu'un manque, c'est qu'il est mort. Il y a de magnifiques images, quoi. Tout Brassens. Tout est Brassens. On le sait, Brassens a été interdit à ses débuts, à commencer par le gorille, ce plaidoyer contre la peine de mort qui a été interdit. C'était donc un chanteur plutôt sulfuré. On écoutait Brassens chez les Debré. On écoutait quoi chez vous quand vous étiez jeune? Écoutez, mes parents étaient plutôt... ma mère était plutôt musique classique et mon père plutôt tourné sur les informations plutôt que sur la musique. Les chansons, non? Non, et c'était le grand désespoir de ma mère parce que mon père n'avait aucune oreille musicale. Et il chantait faux. Et ma mère lui disait toujours, n'entame pas la Marseillaise le premier, c'est pas possible. Et d'ailleurs, souvent, il ne reconnaissait pas les airs et c'est ma mère qui, derrière lui, le pinçait pour dire, attends, c'est la Marseillaise. Et Brassens, ce sont vos frères qui vous l'ont fait découvrir? C'est au lycée, ça? Oui, c'est mes frères aînés qui aimaient Brassens. C'était à la mode. Gare au gorille, c'était... À la limite. Bah oui, c'était sulfureux à l'époque. Oui, c'est sulfureux. Et quand mes frères avaient 17, 18 ans, ça avait 14, et ils aimaient c'était des chansons contestatrices. Ou contestataires, je sais pas. Et votre papa, qui a été, je le rappelle, le père de la Constitution, et Premier ministre de la France, il vous laissait écouter ça? Oui, totalement. Ou il regardait ça d'un œil un peu non, totalement, courroucé? Totalement. Non. Il n'y a jamais eu de censure à la maison. Vous avez très très vite compris le poids de la popularité. Il y a une anecdote que vous racontez qui m'a beaucoup touché. On est là dans vos années de lycée. Vous arrivez un jour, vous voyez beaucoup de monde en bas de chez vous. Votre papa a été nommé Premier ministre. Ouais. Et vous revenez 3 ans après. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Oui, mais c'est quelque chose qui m'a profondément marqué toute ma vie. Nous sommes en décembre, janvier 59, beaucoup de monde à la maison, la concierge est animée, il y a les policiers devant la porte, des photographes. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ton père est Premier ministre. Bonheur. J'ai 12 ans, bonheur, plein de chocolat. La reconnaissance, là. 3 ans plus tard, j'arrive à la maison. La concierge ne crie plus dans les escaliers. Il n'y a plus de journalistes devant. Vous voyez votre père qui est dans le fond, qui fume la pipe. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ton père n'est plus rien.
Et vous voyez, souvent... Enfin, plus rien, il était quand même lui, et c'était, enfin, plus rien médiatiquement. Non, mais on est dans un pays où si vous n'occupez pas le centre de l'actualité, vous Plus rien. vous n'intéressez plus personne. Euh, et cette image, je me souviens toujours quand Chirac arrivait sur la fin de son deuxième quinquennat, souvent je lui racontais cette histoire en disant, Monsieur, ne nous faisons pas d'illusions. Vous allez quitter le pouvoir, vous l'avez occupé pendant 30 ans, 40 ans. Quelques jours, il suffira de quelques jours pour celles et ceux qui sont là disparaissent. Vous savez, j'ai un autre souvenir, aussi longtemps que je m'en souvienne, quand j'étais petit, tous les 18 juin, nous allions au Mont-Valérien. Oui. Et je voyais ces quelques personnes, c'était avant 58, j'étais 3, 4, 10, 15, ces hommes qui s'embrassaient, qui étaient là, émus. Il y avait très peu de monde. Très peu de monde, c'était la traversée des airs. Il y avait un grand général qui arrivait, on écoutait le chant des partisans, la Marseillaise, tout le monde pleurait et parti. Et puis un jour, j'arrive au Mont-Valérien, c'était en 58. Beaucoup de monde, des préfets, des généraux, des gens qui se poussaient. Et c'est là où j'ai touché pour la première fois ce qu'était un courtisan. Et ça, vous ne l'avez jamais oublié. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Et je ne l'ai jamais oublié parce que lorsque je suis devenu ministre de l'Intérieur, mon père, qui était déjà très malade, qui allait mourir quelques mois plus tard, m'a fait venir. Personne ne le savait encore. Oui. Et il m'a dit, tu vas te souvenir de deux choses dans ta vie. D'abord, ta famille est issue d'un petit village de Weichshofen, en Alsace. Nous allons en parler. Et il vous demande d'être toujours courtois avec le, toujours, avec le maire. Tu rendras service au maire, De c'est Weichshofen. le berceau de ta famille. Et il me dit, tu vas devenir ministre de l'Intérieur. N'oublie pas une chose, on est plus longtemps ancien ministre que ministre. C'est fabuleux. Et c'est tellement vrai. Et cette phrase, si vous voulez, quand je suis devenu ministre de l'Intérieur, quand je suis devenu président de l'Assemblée ou président du Conseil constitutionnel, je le mettais devant moi, tu seras plus longtemps ancien ministre. Eh ben, si vous Ça voulez, rend humble, ce genre de... Quoi ? Ça rend humble. Ça rend humble, oui, et modeste. Alors, en parlant d'amitié, et vous en parliez à l'instant, d'affection, vous parlez en parlant de lui plutôt d'affection que d'amitié. J'ai eu le plaisir de visionner juste avant l'été sur la chaîne parlementaire, et je l'ai revu 2 fois le portrait. Un joli portrait, plein de pudeur et d'émotion, Mon Chirac, un portrait que vous avez consacré au président Chirac. Vous dites de lui, dans la ville, il y a beaucoup de copies, peu de personnages originaux. Vous disiez de lui, quand il était heureux, j'étais heureux. Vous adoriez l'imiter pour le faire rire. Vous dites, chez Chirac, il y avait du Audiard. Combien d'années d'amitié depuis votre première rencontre en 1967 ? De 1967 à sa mort. D'amitié profonde. Profonde. Et si vous voulez, il y avait quelque chose qui était fantastique pour moi, c'est que lorsque j'étais, par exemple, ministre de l'Intérieur et que il y avait toute cette vague d'attentats de 94, extrêmement dur à gérer parce que vous êtes dans un tourbillon médiatique où tous les journalistes, eux, savent qui a déposé les bombes. Ils savent rien, mais et puis vous avez tous les politiques, quel que soit leur... qui disent, il n'y a qu'un faucon, il faut les arrêter, mais on n'arrête pas les gens comme ça, et c'est compliqué. Et tous les matins, vers 8h15, il m'appelait disant, si tu as un problème, je suis là. Tous les matins. Et puis, ça rassure, ça. Ce que j'aimais beaucoup avec lui, parce que ça montrait la distance qu'il avait vis-à-vis du pouvoir, j'allais le voir très souvent le dimanche matin. Et quand je rentrais à son bureau, il me disait « Dis-moi ce qui ne va pas ». Et il avait un geste, il me dit « Toi, c'est joli, tous les autres me disent... » tous mes collaborateurs, tous les gens que je vois, vous êtes le plus beau, vous êtes le plus fort. La flatterie, la courtisanerie, dont vous parliez à l'instant. Et il me dit, j'attends de toi que tu me dises tout ce qui ne va pas. Le contrat que j'avais avec lui, c'est que pendant ces 30 ans, nos conversations sont restées entre nous. Vous pouvez tout dire à quelqu'un en politique, si vous le faites avec sincérité, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas ce que vous dites,
ou ce qu'il vous dit Ça à s'appelle l'extérieur. la confiance. Et ça s'appelle l'affection et l'amitié. Et ouais, Vous avez tout de suite pourquoi su, vous venez avec votre papa pour accueillir le général de ouais. Gaulle. On est en 67, il débute lui en politique. Vous avez tout de suite su que ça allait être une rencontre qui allait être déterminante dans votre vie. Non, si vous voulez, quand j'avais cet âge, j'avais la curiosité des autres. C'est ainsi que Vous étiez magistrat déjà à l'époque. j'étais magistrat, mais j'ai écrit à Mauriac. Je cherchais à avoir, avec Mauriac, Mauroy, Malraux, avec des personnages, d'autres que vous ne connaissez pas, je voulais m'enrichir de leur diversité. Et donc j'écrivais à beaucoup de personnages Pour les dire, rencontrer. j'ai envie de... Si vous avez une demi-heure à perdre, recevez-moi, je voudrais parler avec vous. Parce que on s'enrichit de la De richesse l'autre, des bien autres. sûr, bien sûr. Et donc je parle avec Chirac et à la fin, je lui dis, vous savez, moi, si vous avez 5 minutes, 10 minutes, recevez-moi, j'ai envie de parler avec vous. De quoi? J'ai rien à vous demander. De tout, de rien, d'échanger. Et il l'a fait. Et il m'a dit, bah, donne-moi ton numéro de téléphone. Puis je me suis dit, c'est comme tous les politiques, j'entends parler. Et puis, 8 jours après, il me dit, est-ce que tu veux venir déjeuner avec moi? Oui, on était allé déjeuner au drugstore des Champs-Élysées. C'est là où j'ai vu que c'était un grand personnage, parce que devant moi, il a pris une entrecôte de 500 grammes, et il a bu 3 bières, ce qui m'effrayait un peu. Et puis, on a parlé de tout, de rien. Je lui demandais de me faire part de son expérience de la vie. Et puis, en sortant de là, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, non, rien. Eh bien, on va descendre les Champs-Élysées tous les deux en bavardant. Et on est descendu jusqu'à rond-point des Champs-Élysées. On a parlé de tout, de rien, de ce qu'on voyait dans la rue. Et puis, à partir de ce jour-là, je ne l'ai plus quitté. Et cette amitié, on pourrait la définir comment? Et ce sentiment qui vous unifiait, ce sentiment qui vous unissait, c'était à la manière de Montaigne et la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'était une évidence. Ça a été un grand frère que vous, un quatrième, un troisième, un quatrième grand frère que vous n'aviez pas. Moi, c'était, oui, je crois que c'est plutôt ça a été presque mon second père. Euh, et souvent, comme avec mon propre père, nous n'avions pas besoin de nous parler pour nous comprendre. Souvent, La véritable amitié. oui, souvent avec mon père, j'étais très proche de lui, et je savais ce qu'il pensait sans qu'il Sans les mots. s'exprime. Sans les mots. Et d'ailleurs, quand à la fin de sa vie, il était très fatigué, et qu'il n'arrivait plus à parler, je passais des moments à côté de lui, il prenait ma main, et je lui disais, tu vois, on se parle par la main. Eh bien, dans les dernières années de Chirac, quand il était plus président, j'allais le voir très très régulièrement. Et quand j'arrivais, il prenait ma main. Vous êtes un des rares. Et, Vous êtes un des rares qui lui restait fidèle jusqu'au bout. et Ils n'ont pas été si nombreux que ça. je ne juge pas les autres, je suis comme je suis. Il prenait ma main et je sentais aux pressions de sa main ce que je lui parlais, qu'il comprenait. Et quand je disais, monsieur... Vous l'avez toujours appelé monsieur? Oui, je vais vous expliquer. Je l'ai vouvoyé, appelé monsieur. Vous savez, c'est le fruit d'une expérience. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec lui. J'étais l'élection présidentielle de 95. Oui. Pourquoi extraordinaire? Parce que Il revenait de loin. c'est Chirac gagne les élections, il est le personnage le plus important. Contre toute attente. Et contre les législatives, hein, je parle des D'accord, législatives. d'accord. Il est le grand personnage et il décide de laisser Balladur aller à Matignon pour se préparer pour le présidentiel. Mais il est le héros de la droite. Et puis l'élection arrive, Balladur est candidat et au début, personne ne va parier un centime sur Chirac. Et donc je vois tous mes camarades, je suis alors député, qui avaient été élus députés grâce à Chirac, Qui traverse. tout d'un coup se traversent. Et vous savez, vous le voyez parce que quand vous les croisez à l'Assemblée, ils ne vous regardent plus dans les yeux.
quand vous leur dites, oh, tu sais, je m'occupe de la campagne de Chirac, il viendrait bien passer un moment dans ton département, tu sais. J'ai pas le En temps. ce moment, c'est pas possible. Et donc, tous ces personnages qui sont vos amis, entre guillemets, amis, Déserte. ils sont plus là. Ils sont plus là, ils disparaissent. Et je me souviens, c'était dans décembre 94, nous sommes à Saint-Denis de la Réunion, Chirac mène campagne, et nous descendons la rue de Paris. Il n'est pas trop Et- dans les sondages à l'époque. Personne ne s'intéresse à lui, il y a très peu de journalistes. C'est vraiment, il est à 12 ou 13% dans les sondages, Balladur à 30, etc. Il y a Claude, il y a Chirac et il y a moi. Et je dis à Chirac, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va gagner? Je ne suis pas sûr. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire toi? Écoutez, moi, si vous n'êtes pas élu président de la République, je quitte la politique et je repars dans mon tribunal. Il me dit, non, j'ai un projet pour toi. Bon, eh bien, on va ouvrir une agence de voyage, tu la tiendras, je voyagerai, me dit-il. Et puis, il s'est repris. Et puis arrive le soir du premier tour, dans le quartier général, avenue d'Iéna, où il va faire une photo sur le balcon. Et en arrivant sur le balcon, je vois quoi? Tous ceux qui avaient trahi, c'était déjà assis sur le balcon pour faire la photo. Et Chirac me dit, tu me les vires. Donc j'ai viré tout le monde. Et je me suis dit, comment ces gens, ces députés ou ces sénateurs, On retourne peuvent leur être veste. bien dans leur peau après avoir trahi? Ils ont vu les sondages se retourner et ils reviennent. Ce sont des pigeons voyageurs. Je ne suis pas fait comme eux. Peut-être à tort, j'aurais eu une belle carrière, mais voilà. Et pourquoi ce monsieur alors? Parce qu'on était Alors parti de pourquoi là. ce monsieur? Parce qu'en politique, j'ai vu tous ces gens-là, quand Chirac était élu, ils le tutoyaient, ils l'appelaient Jacques, et puis ils l'ont trahi. Et puis en politique, on l'appelle tout le monde par son prénom, mais le jour où il est devenu président de la République, pour moi, c'était La fonction. quelque chose de très important. Il incarnait la France. Alors, je ne voulais pas l'appeler Monsieur le Président comme tous les autres, et donc j'avais le monsieur, car dans le monsieur, il y avait un respect. Et Du monsieur et de la fonction. Monsieur, c'est la fonction. Il m'appelait Jean-Louis et il me tutoyait. On a l'habitude de dire qu'en politique, il n'y a pas d'amis. Vous avez fait la preuve du contraire. Et je vous propose d'écouter justement, en hommage à cette amitié, à Jacques Chirac, Georges Brassens, Les copains d'abord. Les copains d'abord, le choix de Jean-Louis Debré dans les chansons de ma vie sur Radio J. C'est étonnant d'ailleurs qu'il ait écrit ça, Brassens, parce qu'il disait, il avait coutume de dire qu'à plus de deux, on est une bande de cons. Donc c'est quand même drôle qu'il ait... C'est du Brassens. On continue, Jean-Louis, notre balade en musique dans les chansons de votre vie. Et là, alors, on change radicalement de style. Une chanson écrite par Gérald de Palmas et chantée par Johnny Hallyday, Ô Marie. Pourquoi Johnny et pourquoi cette chanson sur l'horreur de la guerre? Pourquoi? Parce que c'est le nom de ma fille, Ô Marie, et que je trouve que Votre fille qui est comédienne, je crois. qui a voulu être comédienne et qui est intermittente, mais voilà, que j'aime mes enfants et que vous savez, sur mon téléphone, quand ils appellent, j'ai deux sonneries. J'ai Ô Marie pour ma fille Marie-Victoire et j'ai l'idole des jeunes pour mes garçons. Et Brassens, c'est pour tous les autres? Brassens, c'est pour mes vrais amis. D'accord. Le culte que 4 ans après sa disparition, les Français continuent à vouer à Johnny Hallyday. Ça vous surprend? Non, parce que j'ai toujours été un fan de Johnny, que j'aime ses chansons. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort, de très puissant dans ses chansons. Elle m'émeut. Gabriel, c'est une fantastique chanson. Vous savez que Gabriel vient en grande partie du fait que Johnny Hallyday avait été accueilli souvent par un garçon qui était son premier impresario. Johnny Stark? Non, avant. Avant lui? Avant, je sais plus, j'ai oublié son nom. Bon, peu importe. Oui. Et donc, c'est la mère de... Gilles Paquet, peut-être. Quoi? Gilles Paquet.
Non, bien Non, avant. bien avant C'est tout ses ça. amis. Il a été à la LICRA. Oui, Pierre Bloch. Jean-Pierre Bloch. Jean-Pierre Pierre Bloch. Jean-Pierre Pierre Bloch, qui était un de mes amis très profonds, et la mère de Jean-Pierre Pierre Bloch, Gabrielle, accueillait chaque année sur le bassin Arcachon Johnny. Jean-Pierre Pierre Bloch, le père de Jean-Pierre Pierre Bloch, avait été ministre du Front Populaire. Cette chanson est en l'honneur de Gabrielle, qui a été une très grande résistante aussi. Et donc voilà, toutes ces chansons, elles m'émeuvent par la musique, par les paroles, mais aussi parce que je revois des choses. Gabrielle, je revois Jean-Pierre. Ce sont des points d'ancrage mémoriels. Quand allumer le feu, je vois mes propres enfants chanter ça. Voilà, j'aime ces chansons qui vous permettent de rêver, de partir ailleurs, de vous souvenir. De chanter sous la douche aussi. De chanter sous la douche. Mais aussi plus que ça, si vous voulez. C'est des chansons, tout d'un coup, vous voyez, quand j'entends Gabriel, je pense à Jean-Pierre Pierre Bloch. À votre ami. Mon ami. L'amitié, encore une fois. Oui. Johnny a souvent été sollicité par des hommes politiques. D'ailleurs, il a toujours dit oui. Il a soutenu les campagnes de Chirac. Il a soutenu en 74 le début du marketing politique en France, c'est 74 avec la campagne Giscard-Mitterrand, où on voit pour la première fois des chanteurs publiquement s'engager. Et donc on voit Johnny et Sylvie Vartan appelés à voter pour Valéry Giscard d'Estaing. Ensuite, je crois qu'il a soutenu Jacques Chirac. Et puis il a soutenu Nicolas Sarkozy. Il vous est arrivé, vous, lors d'élections locales, de demander à des chanteurs de venir vous soutenir, ou c'est quelque chose qui... Non, parce que si vous voulez, j'étais élu en Normandie et c'est pas le genre de la région de faire les shows et les... Ça aurait pu. Oui, mais non. Ce marketing politique, voir des acteurs ou des chanteurs s'engager publiquement, c'est quelque chose qui vous interpelle ? Ça ne m'interpelle non, pas du tout. Je pense que notre devoir, à nous, citoyens, qui que nous soyons, c'est de nous engager. C'est la République. Je me souviens encore une phrase de mon père. Au début, j'étais magistrat, heureux d'être magistrat. Et je me souviens qu'il m'a dit un jour, tu sais, la République, elle suppose que génération après génération, les garçons et les filles s'engagent. Donc, il faudra à un moment, même si tu es très heureux comme magistrat, il faudra à un moment que tu songes à un engagement public. Pourquoi ? Parce que si toute une génération de jeunes garçons, de jeunes filles ne s'engagent pas publiquement, on laisse périr la République. C'était un devoir donc pour vous ? Je pense que c'est un devoir. Alors chacun dose le niveau de son devoir, mais je pense que l'indifférence est la pire des choses. Je suis très loin de la politique aujourd'hui, mais je suis navré de voir... Est-ce qu'on peut vraiment s'éloigner de la politique ? Pardon ? Est-ce qu'on peut vraiment s'éloigner de la politique ? Quand vous dites que vous êtes loin... Non, je ne suis plus dans la politique active. Mais la politique, oui, je m'intéresse passionnément à la politique, parce que c'est mon pays. Et que la République, elle suppose une participation des citoyens. Ce qui me navre le plus, c'est le développement de l'abstention. On ne gagne jamais par l'abstention. Les gens votent comme ils veulent, c'est pas mon problème. Mais j'ai envie de leur dire, écoutez, ne soyez pas indifférents. Engagez-vous. Passer la vie à être indifférent, mais c'est pas supportable. Et donc, allez... C'est une forme de démission. C'est une forme de démission. Or, si tout le monde démissionne, la République est morte. Et la liberté aussi. Quelqu'un dont les fans n'ont pas démissionné, il continue à être autant aimé 4 ans après sa disparition. Pour votre fille Marie-Victoire, au mari, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, les chansons de ma vie de Jean-Louis Debré. Jean-Louis, on continue avec cette promenade au pays des chansons de votre vie. Et l'hymne que vous avez choisi d'écouter dans cette émission, l'hymne de la résistance, le chant des partisans, nous amène à rester encore avec Johnny Hallyday, puisqu'il a magnifiquement bien chanté ce chant. Le chant des partisans, dès les premières notes et quelques 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours une immense charge émotionnelle lorsqu'on écoute cela.
Qu'est-ce qu'il vous provoque, ce chant, lorsque vous l'écoutez? C'est votre grand-père que vous revoyez? Quand j'écoute ce chant, j'ai envie de dire merci à toutes ces femmes et ces hommes qui sont descendus de la montagne et qui ont sauvé notre honneur. Ont sauvé notre honneur. Et ça, si vous voulez, je crois que on ne peut pas oublier ces femmes et ces hommes qui ont donné le plus fort de nous-mêmes. Moi, j'appartiens à une famille, une petite famille originaire de Bavière, une petite famille juive dont l'arrière-grand-père, Simon, a quitté l'Alsace en 1870 parce qu'il ne voulait pas être allemand. C'est une famille où mes parents, grands-parents, cousins se sont tous engagés du côté de la résistance. Résister, rester digne, c'est une forme de colonne vertébrale dans la famille Debray. Oui, mais je ne sais pas si c'est dans ma famille, mais pour nous... En tout cas, les faits le prouvent. Le chemin... je dis toujours, nous sommes une petite famille républicaine. Et j'ai encore un souvenir, mais qui est important, c'est pour ça que j'ai une connaissance très grande de l'Assemblée nationale. Lorsqu'après la guerre, je suis né moi après la guerre, mais j'avais 10, 12, 13 ans, 14 ans, une fois par trimestre, mes parents allaient dîner à l'Assemblée nationale. Le restaurant donnait sur la route, sur la rue, à Ricy-Briand, il n'y avait pas les conditions de sécurité aujourd'hui, et ils allaient dîner avec leurs vieux compagnons de résistance. Et j'écoutais ces femmes et ces hommes se rappeler ce moment. Et j'ai toujours eu une immense tristesse parce qu'ils avaient tous une question à laquelle on ne peut pas répondre. Lorsque ils ont été interpellés, arrêtés, ils ont été enfermés d'abord à Autun, puis transférés de Autun à Orléans avant d'être probablement envoyés dans des camps. Et arrivés à Orléans, les camarades résistants ont provoqué une embuscade et ces résistants qui étaient dans les camions se sont évadés. Et la question qui hantait, que je voyais en écoutant ces femmes et ces hommes, pourquoi, lorsqu'ils se sont évadés, le copain de droite est mort d'un coup de mitraillette et pas eux? Question auquel personne ne peut répondre. Personne ne peut répondre à ça. Mais question qui était au cœur de leur émotion. Et moi, enfant, je les regardais et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas cette émotion. Mais enfant, je partageais cette émotion. Ils pleuraient. Ils évoquaient. Et je me suis dit, on ne peut pas oublier quand on se promenait dans Paris avec mes parents. Vous savez, souvent, il y a des plaques qui a marqué « Ici est tombé ». Oui. Eh bien, il n'était pas question de passer avec indifférence. On s'arrêtait. Je me souviens quand... Toujours un recueillement. Un recueillement. Je me souviens quand on allait chez mon grand-père maternel en Vendée et qu'on traversait cette région où mon père avait été chef de réseau. Alors, pour nous, c'était un peu long, mais en y allant en vacances, en voiture, mon père s'arrêtait, tous ses anciens compagnons. Et voir votre père embrasser ces gens, pleurer avec eux, c'est quelque chose qui vous marque à vie. Encore aujourd'hui. J'entends. Encore aujourd'hui. J'entends. J'imagine que ça doit vous rendre fou de voir ce chant qui est tant chargé d'émotions, repris récemment dans des manifestations anti-vax. Oui, c'est sordide. C'est sordide. Non, j'ai même pas envie d'en parler. C'est tellement indécent pour moi. Moi, je vous propose de l'écouter, ce chant composé par Anna Marly, écrit par Maurice Druon et Joseph Kessel, Le chant des partisans.
Le chant des partisans, le choix de Jean-Louis Debré dans les chansons de sa vie sur Radio J. On va continuer, Jean-Louis, et vous avez choisi pour poursuivre une superbe chanson d'Yves Duteil. Une chanson qui est entrée dans toutes les écoles. C'est Prendre un enfant par la main, une chanson qui est aussi devenue le thème, le cri de ralliement de tous les parents adoptants. Le thème de l'adoption, c'est un thème qui vous touche. Oui, c'est un thème, c'est parce que pour moi, ça rejoint le thème de la solidarité et de l'amour. Prendre un enfant, l'adopter, lui donner de l'amour, c'est quelque chose de le plus extraordinaire qu'on puisse donner. Une des plus belles aventures humaines. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez avec Yves Duteil Dreyfus en commun. Oui, je sais bien. Et je vais vous même dire que la cousine germaine de la femme de mon arrière-grand-père Simon était de la famille de Dreyfus. Alors, ce qui est très étonnant, bon, lui, donc Yves, est le petit-neveu de Dreyfus, et votre grand-père, Simon Debray, grand rabbin de Neuilly, a été, je crois, l'un des premiers grands rabbins à s'indigner lorsqu'il a compris que tout ça était une machination, et que Dreyfus était non, mais innocent. Au moment de l'affaire Dreyfus, les rabbins se taisent assez. Ils étaient à la solde Parce que, comme les prêtres, comme les pasteurs, ils sont fonctionnaires de l'État. Mais il y a quelques rabbins, le rabbin Zadok Khan, le rabbin Simon Debray, qui, eux, sont rémunérés par le consistoire. Ils sont donc libres de crier leur indignation, libres de dire que cette justice est en train de se dévoyer. Et c'est ça qui est beau. Alors, la famille Debray et le judaïsme, c'est une longue histoire. Parlez-moi de votre ancêtre Anshel Moïse, qui est né en 1767 et qui devient Debray en 1808. Oui, pourquoi ce nom de Debray? Mais voilà, parce que c'est le premier révolutionnaire de la famille. Anshel Moïse, originaire de Bavière, je vous dis, vient en France et adopte la France, pays de la liberté. Et vous savez que Napoléon avait décidé, pour intégrer les Juifs à la communauté nationale, il fallait leur donner un nom, puisque avant, ils étaient appelés que par leur prénom, Anshel Moïse. Bien sûr. Mais les directives, c'est d'accepter que des noms, pour faire simple, d'origine chrétienne. Et Anshel Moïse veut être fidèle à sa patrie d'origine, mais aussi à sa religion d'origine. Bien sûr. Alors il va choisir un nom, Dépré, qui en hébreu veut dire porter, c'est la racine hébraïque Devarim, de porter la parole. Et porter la parole au sens de transmettre aussi. Au sens de transmettre. Il y a la transmission. Et l'officier état civil ne voit rien, c'est Debré, ça va venir Debré, et donc c'est le premier acte révolutionnaire d'un Debré, puisque il respecte la loi, mais il contourne la loi et prend un nom à consonance hébraïque. Jean-Louis, donc votre arrière-grand-père était rabbin, votre grand-père, l'éminent professeur Robert Debré, lui se définissait plutôt comme agnostique. Votre papa s'est converti au catholicisme. Aujourd'hui, vous, votre rapport avec le judaïsme et avec la spiritualité de façon générale, c'est quoi? Moi, je respecte toutes les religions. Je respecte toutes les religions. Je n'ai jamais eu de rendez-vous avec Dieu. Donc, voilà. Mais je pense que il faut, et notre devoir à nous, républicains, c'est de permettre. Vous savez, ce qui me fait le plus mal, encore aujourd'hui, c'est quand je passe devant une synagogue et que je vois qu'on est forcé de mettre un quart de police pour surveiller l'entrée devant un édifice religieux. Pour moi, ça me fait mal. J'entends. Quelle que soit la religion. Parce que je trouve que dans une société, laissons les gens libres de penser, de croire, de ne pas croire ce qu'ils veulent. Et donc, moi, je suis respectueux. Je me retrouve parfaitement dans la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Je pense que la République est une République laïque, mais la laïcité, ça ne veut pas dire indifférent aux religions, ça veut dire permettre à chacun celles et ceux qui le veulent de choisir leur religion ou de ne pas avoir religion et de ne pas être
inquiétés du fait de leur appartenance ou non à une religion. Voilà, c'est ça ma philosophie. Et donc, je respecte profondément tous ceux qui croient, comme je respecte ceux qui ne croient pas. Israël, pour vous, est un pays comme un autre. Lorsque, Euh, lorsque vous vous y êtes rendu ces 10 dernières années à quelques reprises, qu'est-ce Moi, que vous ressentez dans ce pays? une très grande émotion. Une très grande émotion. Euh, Simplement, je ne vois pas comment on peut sortir de ce drame. Et je me souviens des propos de mon grand-père Oui. sur l'État d'Israël. Si vous voulez, je ne sais pas si ça va vous choquer, mais pour moi, la religion n'a pas de patrie. J'entends. La religion, elle n'a pas d'État. Je pense que être juif, on peut très bien être juif en Israël, en France. Ça ne s'assimile pas à une organisation politique. Cela dit, les choses étant ce qu'elles sont, Voilà. il y a l'État d'Israël. Alors j'étais, quand j'y suis allé, extrêmement... C'est une indéniable protection aujourd'hui pour tous les juifs du monde, Une Israël. C'est une indéniable protection. Oui, mais il faut qu'on s'en sorte de cette situation de guerre permanente. Bien C'est évidemment. pas possible. Et comme les hommes ne sont pas raisonnables, comment y arriver? Un État peut pas être toujours en guerre. C'est pas possible parce que ça donne un mauvais aspect. Donc voilà, moi. Je crois que votre rencontre avec Shimon Peres vous a profondément marqué. Mais si vous voulez, mes rencontres, je connaissais pas Israël. Je suis allé 2 fois. J'ai invité en France la présidente de la Cour suprême israélienne, et ma rencontre avec le président israélien a été les moments. Ce sont des hommes de culture, ce sont des hommes qui réfléchissent, qui vivent des situations difficiles, délicates, avec cette pression parfois des extrémistes. Et je cite souvent attention à la représentation proportionnelle, Oui. car on le voit bien ce qui se passe en Israël. La proportionnelle absolue, c'est pas La toujours proportionnelle très simple. absolue empêche tout gouvernement, toute autorité. Si vous voulez, j'ai beaucoup d'amis israéliens et ce que j'aime avec eux, c'est parler de l'avenir et comment trouver L'issue. une issue. On ne peut pas continuer parce que c'est pas la vocation d'être Israël, d'être en paix, d'être en guerre. La vocation d'Israël, C'est d'être c'est en de paix. semer la paix, de semer la concorde, de semer l'amour. Et donc, sa situation géographique est très compliquée. Nous nous sommes un tout petit peu éloignés de Dreyfus et d'Yves Duteil, mais une chanson qui prône l'amour et la paix, une chanson que vous avez choisie, Yves Duteil, Prendre un enfant. Et Jean-Louis Debré, on continue notre voyage avec vous, avec une artiste que l'on entend rapidement, mais que l'on entend sur la scène de la Gaîté Montparnasse, dans votre spectacle Les femmes qui ont réveillé la France, c'est Barbara. Et de Barbara, vous avez choisi Dis quand reviendras-tu. Oui. Pourquoi cette chanson? Je n'ai pas la patience des femmes de marins. Pourquoi Vous savez, l'art, la musique, la peinture, la sculpture, pour moi, c'est quand on regarde une peinture, quand on écoute une musique, c'est l'émotion. Et je trouve que quand j'entends Barbara dire, alors je chante très mal, mais chanter ça, eh ben, j'ai une certaine émotion. Émotion parce que je revois mes parents, mes grands-parents, mes amis, tous ceux qui ont disparu. Et pour moi, c'est presque une prière. C'est une prière à mes amis. Malraux disait, il se peut qu'une fonction de l'art soit de donner conscience aux hommes de la grandeur qu'ils ignorent en eux. C'est magnifique cette phrase. Elle est magnifique cette phrase. C'est la dédicace que Malraux m'a marqué un jour où je suis allé le voir, parce que je voulais parler avec lui. Moi, je ne dis rien, hein, mais je ne parlais pas, j'écoutais.
J'avais amené un petit livre de poche, je me souviens, et il m'a dit la fonction de l'art est donner conscience aux hommes de la grandeur, et tu penseras toujours à ça. Alors, en parlant d'émotion, j'ai toujours pensé qu'il y avait des chansons que l'on écoutait. J'ai toujours pensé qu'il y avait des chansons qu'on n'écoutait plus de la même manière une fois qu'on en connaissait l'histoire. Dans ses mémoires posthumes, Barbara, Monique Cerf de son vrai nom, s'est délivrée avant de partir de quelques lourds secrets, notamment de cet inceste dont elle avait été victime et de cette maltraitance dont elle avait été victime par son père. Est-ce qu'on réécoute pas des chansons comme L'Aigle Noir quand on sait ce qui s'est passé, quand on sait ce que symbolise cet aigle noir? Est-ce qu'on l'écoute pas différemment une fois qu'on sait tout Sûrement, ça? mais pas moi, dans la mesure où c'est cette chanson qui me crée une émotion. Je ne cherche pas l'histoire de cette chanson. C'est votre émotion Quand propre à vous. quand vous regardez un tableau, tout d'un coup, vous avez un coup, vous êtes saisi, vous avez une émotion. Ben, pour moi, la musique, c'est la même chose. C'est l'émotion. J'ai le frisson. J'ai presque envie de pleurer parfois. Et c'est ça pour moi une chanson réussie. Alors chacun a ses émotions, Bien sûr. mais mon émotion, c'est ce chant poétique. C'est beau. À l'instar de Jacques Attali qui a écrit une chanson, Colline. Je crois que c'est une de ses plus grandes fiertés d'ailleurs d'avoir écrit une chanson pour Barbara. Vous n'avez jamais été tenté d'essayer votre plume à l'art du couplet-refrain? Écoutez, si, vous savez, dans mes tiroirs secrets, j'ai beaucoup de chansons, j'ai beaucoup Qui mais- ont été mises en musique? non, pas encore, mais Non. j'écris, j'ai pas de talent, donc je m'amuse à écrire. Maintenant, écoutez, Non, mais pour l'instant, si vous en avez quelques-uns quand même. Ces chansons, ces refrains, c'est pour mon bonheur. Vous savez, je me souviens, j'avais un oncle qui était peintre, Olivier Debray, qui a fini un grand peintre abstrait. Bien Et pendant longtemps, je me souviens de cette conversation qu'il avait avec mon grand-père. Et mon grand-père lui disait, mais il faut que tu exposes. Et Olivier disait, non, je veux rester avec moi-même. J'entends. Donc vos chansons, elles Pour sont avec l'instant- vous-même. Pour l'instant, le moment n'est pas venu. Mais il va venir. Pourquoi pas? Pourquoi pas un jour? C'est un scoop sur Radio J, bientôt Jean-Louis Debré, parolier. Pourquoi pas un jour? Mais j'ai tellement de choses à apprendre encore. Je vous propose d'écouter cette magnifique chanson. Je n'ai pas la patience des femmes de marin, dit quand reviendra du. L'immense, la grande Barbara, le choix de Jean-Louis Debré dans les chansons de ma vie sur Radio J. Jean-Louis, nous arrivons au terme de notre voyage en musique. On aurait pu vous écouter, mais vraiment Je reviens quand la vous nuit voulez, entière. hein. Mais écoutez, avec grand plaisir, on prend rendez-vous avec d'autres chansons. Je rappelle votre actualité, je vous reprends. Je rappelle votre actualité, un spectacle instructif, intelligent et drôle. Ces femmes qui ont réveillé la France, c'est à la Gaîté Montparnasse, à 19h, du jeudi au samedi, je crois. Oui. Et vraiment, c'est l'adaptation du livre que vous avez coécrit avec Valérie Bochnek. Valérie Bochnek qui est sur scène avec vous, tour à tour chanteuse, comédienne et mime. C'est une élève de Marcel Marceau. Un très joli moment à aller passer en famille. Vraiment, je vous le recommande. Merci beaucoup, Jean-Louis, d'avoir fait ce détour par notre micro sur Radio J. Et on a passé un superbe moment avec vous. À bientôt, vous êtes ici chez vous. Écoutez, vous m'appelez, je viens. Merci beaucoup.